Ma tante m'a traité de honte lors de la réunion de famille. Ces mots à cils claquant comme un fouet dans le silence pesant de la salle à manger. J'ai souri. Me suis levé lentement. Et d'un geste fluide. J'ai renversé le contenu de mon verre de Bordeaux millésimé sur sa robe de soie crème. La tache s'étalant comme une fleur de sang sur la peau pâle d'un cadavre. Dans ce chaos figé, où les fourchettes ont teinté contre la porcelaine et les yeux se sont écarquillés comme des fenêtres sur l'abîme, j'ai compris que la vengeance n'était pas un cri, mais un murmure calculé. Un poison lent qui ronge de l'intérieur. Ce n'était pas un accident. Non. Ce geste était le premier fil d'une toile que j'avais commencé à tisser des mois plus tôt. Dans les recoins sombres de mon esprit. Là où la rage se mue en stratégie froide. Paris. Cette ville aux façades impeccables et aux secrets pourris. Avait été le théâtre de ma chute. Et elle serait aussi celui de ma résurrection. Ma tante Élise. Cette vipère aux ongles manucurés et au sourire de prédatrice avait passé des décennies à émonder la famille comme un jardinier impitoyable, coupant les branches faibles pour que son propre tronc prospère. Moi. La nièce orpheline. La brebis galeuse qui avait osé divorcer d'un mari infidèle et refuser l'ombre confortable d'un emploi stable. J'étais la cible parfaite. Honte de la famille. Avait-elle craché? Ses lèvres pincées en un rictus de supériorité morale. Les autres, mon oncle. Mes cousins. Ces ombres grises autour de la table avaient hoché la tête. Complices dans leur lâcheté. Mais ce soir-là, dans l'appartement haussmannien de la rue de Rivoli, avec ses moulures dorées et ses tapis persans étouffant les pas, quelque chose en moi s'était brisé net. Comme un os sous la pression d'un étau. Pas la douleur. Non, la patience. J'avais 32 ans. Un petit studio dans le Marais rempli de livres jaunis et de regrets amers. Et un compte en banque qui criait misère après des années à ronger l'os dans une agence de publicité où l'on me traitait comme une ombre. Élise. Elle régnait sur une galerie d'art à Saint-Germain-des-Prés. Un empire bâti sur les ruines des rêves d'autrui. Elle avait ruiné mon père. Son propre frère. En le poussant à la faillite pour s'approprier l'héritage familial ou une vignoble en Bordelais que j'avais vu se faner sous mes yeux d'enfant. Et maintenant, elle osait me juger? Le vin coulait encore sur sa robe quand j'ai murmuré « Pardonnez-moi. » Tante Élise. C'est le poids de la honte qui déborde. Les mots étaient doux. Presque chantants. Mais ils portaient en eux le venin d'une promesse. Elle s'est levée d'un bond. Rouge de fureur. Ses boucles blondes dégringolant comme un rideau déchiré. Espèce de petite garce ingrate. Tu vas regretter ça, a-t-elle sifflé. Assez fort pour que les voisins, derrière les cloisons fines, captent l'écho. Mon oncle a balbutié une tentative de médiation. Sa voix chevrotante comme un violon désaccordé. Mais je l'ai ignoré. J'ai attrapé mon manteau. Un vieux trench usé par les pluies parisiennes. Et je suis sorti dans la nuit humide de décembre. L'air froid me giflant les joues comme une caresse vengeresse. Dehors, les lumières de la Seine scintillaient, reflétant les ponts comme des veines gonflées de la ville. J'ai marché le long des quais, mes talons claquant sur le pavé irrégulier. Et pour la première fois depuis des lustres, j'ai ressenti une clarté absolue. La vengeance n'est pas un feu qui consume tout, c'est une lame aiguisée. Forgée dans le silence, qui tranche sans bruit. Élise avait pris tant, mon enfance, mon héritage, ma dignité. À son tour de payer. Non pas en sang, mais en ce qui lui était plus précieux, sa réputation. Son empire. Son masque de perfection. J'allais la déshabiller. Couche par couche. Jusqu'à ce qu'elle se voie nue dans le miroir de ses propres mensonges.
Les jours suivants ont été un tourbillon de routines feintes. Je suis retourné à mon bureau dans le 11e arrondissement. Un open space au néon blafard où les collègues mâchonnaient des sandwichs mous en discutant de séries Netflix. J'ai souri au mets. Hoché la tête aux réunions. Mais intérieurement, mon esprit bouillonnait comme un alambic en ébullition. J'ai commencé par fouiller. Élise n'était pas du genre à laisser des traces évidentes, elle était une araignée. Filant sa toile avec une discrétion mortelle. Mais j'avais un atout, mon cousin Julien. Le fils aîné d'Élise. Ce bellâtre aux yeux fuyants qui gérait les comptes de la galerie. Nous avions grandi ensemble. Complices dans nos jeux d'enfants. Mais l'adolescence l'avait transformé en un pion docile de sa mère. Pourtant, une faille persistait son addiction au poker en ligne. Ces nuits passées à dilapider des fortunes virtuelles qui finissaient par suinter dans la réalité. Je l'ai contacté via un message anodin, « Julien. Ça te dit un café ? Besoin de parler du bon vieux temps. » Il a mordu à l'hameçon. Comme prévu. Nous nous sommes retrouvés au Café de Flore. Ce bastion de l'intelligentsia parisienne où les serveurs en veston blanc slaloment entre les tables comme des fantômes. Il est arrivé en retard. Son col de chemise froissé. Les cernes sous ses yeux trahissant des nuits blanches devant un écran. « Qu'est-ce qui t'amène ? Cousine, a-t-il demandé. Commandant un expresso serré pour masquer son tremblement. J'ai feint la vulnérabilité. Les yeux baissés sur ma tasse de thé fumante. La famille. Julien. Toujours la famille. Ta mère. Elle m'a brisé l'autre soir. Et toi? Tu sais ce qu'elle a fait à papa? N'est-ce pas? Il a tiqué. Son regard glissant vers la vitre embuée. J'ai poussé doucement, je ne te demande rien de fou. Juste. Un aperçu. Les comptes de la galerie. Pour que je comprenne. Pour que je guérisse. Les mots étaient miel empoisonné. Et il a craqué après le deuxième verre de cognac que j'ai commandé pour réchauffer l'atmosphère. Une clé USB glissée dans ma paume. Des fichiers Excel bourrés de chiffres factures gonflées. Artistes sous-payés. Subventions détournées pour des frais personnels qui sentaient le sac à main Hermès et les dîners au Plaza Athénée. Ce n'était que le début. De retour dans mon studio. Sous la lumière crue d'une lampe de bureau. J'ai décortiqué ces données comme un chirurgien disséquant un corps. Élise blanchissait de l'argent via des ventes fictives d'œuvres d'art. Utilisant la galerie comme un cheval de Troie pour des mécènes douteux ou des oligarques russes. Des politiciens corrompus. La logique était implacable, exposer cela ruinerait non seulement sa réputation, mais aussi celle de toute la famille. Car mon oncle était impliqué jusqu'au cou dans les assurances frauduleuses. Mais je ne frapperai pas tout de suite. Non. La vengeance est un art. Et l'art demande du temps. Les semaines ont passé en un balai d'ombre. J'ai contacté un journaliste freelance. Un type au nom de Plume Léo Duval. Que j'avais croisé lors d'un événement culturel. Rencontre dans un bar miteux du canal Saint-Martin. Où l'odeur de bière éventée se mêlait à celle des graffitis humides. J'ai de quoi faire tomber une reine de l'art parisien. Lui ai-je glissé. La clé USB scintillant comme un talisman sous la table. Il a haussé un sourcil. Son cigare éteint pendant au coin des lèvres. Et qu'est-ce que j'y gagne? L'exclusivité. Et la satisfaction de voir la vérité éclater comme une bulle de savon. Mais avant de lâcher la bombe, j'ai semé les graines du doute. Lors d'un dîner familial improvisé ou une ruse pour tester les eaux, j'ai laissé échapper des allusions subtiles. Tante Élise. Ta galerie est si florissante. As-tu vu ces articles sur les fraudes dans le milieu de l'art? C'est effrayant. Non. Son regard s'est durci. Comme du marbre sous la pluie.
Mais elle a ri. Un rire forcé qui sonnait faux aux oreilles attentives. Mon oncle a pâli, triturant sa serviette en lin. Julien. Lui. Évitait mes yeux. Sa fourchette grattant l'assiette comme un prisonnier creusant un tunnel. Intérieurement, je bouillonnais. Chaque nuit. Seul dans mon lit au drap froissé. Je revivais les scènes, la mort de mon père. Terrassé par une crise cardiaque après la ruine, les lettres de créanciers s'amoncelant comme des corbeaux sur le paillasson, Élise. Triomphante. À l'enterrement. Ses condoléances murmurées comme un venin sucré. La rage n'était plus une tempête, elle était une rivière souterraine. Creusant son lit patiemment. Attendant l'orage pour déborder. Je me surprenais à sourire dans le métro bondé. Imaginant son empire s'effondrer ou les critiques acides dans le monde. Les clients fuyant comme des rats d'un navire coulant. Sa façade de femme irréprochable se fissurant en mille éclats. Pourtant, la psychologie humaine est un labyrinthe piégé. Julien m'a rappelé une semaine plus tard. Sa voix chevrotante au téléphone, « Qu'est-ce que tu as fait ? Maman est furieuse. Elle soupçonne quelque chose. J'ai feint l'innocence, moi ? Je ne fais rien. Cousin. C'est juste. La vérité qui remonte. Mais au fond. Une pointe de doute m'a égratigné. Étais-je en train de devenir comme elle ou une manipulatrice ? Tissant des mensonges pour un triomphe éphémère ? Non. La différence était claire, elle détruisait pour posséder, moi. Je démolissais pour libérer. La famille n'était pas un arbre généalogique figé, c'était une chaîne. Et je tenais la clé pour la briser. Le moment pivotal est arrivé un soir de pluie battante. Quand Léo m'a appelé depuis un café enfumé près de Bastille. C'est prêt. L'article sort demain. Tu es sûr ? Sa voix était un grondement bas. Teinté d'excitation malsaine. J'ai fermé les yeux. Sentant l'adrénaline couler dans mes veines comme du laudanum. Absolument. Le lendemain. Le scoop a éclaté, scandale à Saint-Germain, la galerie Élise Moreau impliquée dans un réseau de blanchiment d'art. Les détails étaient crus. Impitoyables au montant. Non. Preuves irréfutables. Paris s'est réveillé en sursaut. Les radios crachant les faits comme des mitrailleuses. Élise m'a confronté le soir même. Tambourinant à ma porte comme un orage déchaîné. Elle était décoiffée. Son maquillage coulant en traînées noires. Sa robe de créateur froissée comme un chiffon. C'est toi. Toi. La petite traînée qui a tout gâché, a-t-elle hurlé. Ses ongles griffant l'air. J'ai ouvert la porte calmement. Mon visage un masque de sérénité. Entre. Tente. Un thé ? Il pleut. Elle a envahi l'espace. Renversant une pile de livres. Son parfum capiteux se mêlant à l'odeur de moisi de l'immeuble. Tu vas payer. Je vais te ruiner. Te faire interner. Ces mots se sont brisés en sanglots. Un effondrement total qui m'a presque attendri presque. Assise en face d'elle sur mon canapé défoncé. J'ai versé le thé fumant. Pourquoi ? Élise ? Pourquoi as-tu détruit papa ? Pourquoi ? Une vigne qui n'était même pas à toi. Elle a relevé la tête. Ses yeux rougis comme des braises mourantes. Parce qu'il était faible. Comme toi. La famille survit en coupant le mort. C'était une confession brute. Un aveu arraché à la chair vive. J'ai souri alors. Le même sourire que ce soir-là à table. Et maintenant ? Qui est faible ? Les conséquences ont été un raz-de-marée. La galerie a fermé ses portes sous les scellés. Les créanciers s'abattant comme des vautours.
Mon oncle a divorcé. Fuyant en province avec une valise pleine de regrets. Julien s'est erré dans un studio anonyme. Son addiction le rongeant plus vite que jamais. Quant à Élise, elle errait les rues de Paris comme un fantôme, quémandant des faveurs auprès d'anciens mécènes qui la regardaient avec dédain. Je l'ai croisée une fois. Place Vendôme. Son manteau rapiécé flottant au vent. Nos regards se sont croisés, le sien. Suppliant, le mien. Victorieux mais vide. Pourtant, la victoire avait un goût de cendre. Dans les nuits solitaires qui ont suivi, je me suis surprise à pleurer. Non pour elle, mais pour l'enfant en moi qui avait cru à la famille. La vengeance m'avait libéré. Mais à quel prix? Paris continuait de bruire. Indifférente. Ces lumières éternelles illuminant les ruines que j'avais semées. J'ai repris mon travail. Souris aux collègues. Mais désormais, je portais en moi une armure invisible forgée dans la douleur. Aiguisée par la ruse. Et si c'était le vrai triomphe? Non pas la destruction, mais la renaissance. Debout sur le pont des Arts. Face à la scène miroitante. J'ai jeté la clé USB dans les eaux sombres. Plus de chaînes. Seulement moi. Enfin entière. Les mois suivants ont été une lente reconstruction. Un puzzle aux pièces irrégulières que je ramassais une à une dans les décombres de ma propre âme. Paris. Avec ses boulevards haussés et ses cafés bondés. Semblait me saluer d'un clin d'œil complice. Comme si la ville elle-même approuvait ma purge familiale. J'avais démissionné de l'agence de pub. Ce tombeau de créativité où l'on vendait des illusions en emballage flashy. À la place, j'ai ouvert un petit atelier d'écriture freelance dans mon studio du Marais. Tapant frénétiquement sur un ordinateur portable usé. Les doigts tachés d'encre et de café froid. Les premiers contrats étaient maigres, des articles pour des magazines alternatifs sur les scandales artistiques. Ironie du sort, mais ils payaient le loyer et nourrissaient cette fin nouvelle de vérité brute. Julien m'a réapparu un après-midi pluvieux. Frappant à ma porte avec la timidité d'un chat errant. Il avait maigri. Ses joues creusées comme des vallées érodées. Et ses yeux, autrefois pétillants de malice juvénile, étaient voilés d'une brume opaque. Je ne sais plus où aller. A-t-il murmuré. La voix rauque d'avoir trop fumé pour oublier. J'ai hésité sur le seuil. Le cœur serré par un mélange de pitié et de méfiance. Après tout, c'était lui qui m'avait fourni les munitions. Mais aussi lui qui avait failli craquer sous la pression maternelle. Entre. Ai-je fini par dire? Lui tendant une tasse de tisane brûlante. Nous nous sommes assis par terre. Adossés au mur écaillé. Entouré de piles de manuscrits inachevés. Il a déballé son sac, la ruine totale. Élise l'avait renié. Le traitant de fardeau inutile dans un coup de fil larmoyant retransmis par un oncle compatissant. Ses dettes de jeu s'élevaient à des sommes astronomiques. Et les créanciers, ces requins en costard 3 pièces, le traquaient comme un lièvre blessé. Je ne te demande pas d'argent, a-t-il plaidé. Les mains tremblantes. Juste. Un conseil. Comment as-tu fait pour tenir? Après tout ça? J'ai ri. Un rire sec qui a ricoché dans la pièce exiguë. La vengeance? Julien. C'est un maître exigeant. Mais il enseigne la résilience. Nous avons parlé tard dans la nuit. Les confidences coulant comme un vin trop fort. Il m'a avoué ses nuits de poker. Ces sessions hallucinées où l'écran devenait un portail sur un monde sans conséquences. Jusqu'à ce que la réalité frappe à la porte avec des factures en rouge. J'ai partagé mes propres abysses, le divorce d'avec Marc.
Ce banquier aux promesses vides qui m'avait quitté pour une stagiaire aux jambes interminables, les nuits d'insomnie où je revoyais le visage de mon père. Pâle comme un linceul. Dans la chambre d'hôpital aseptisée. La famille n'est pas du sang. Lui ai-je dit. Les mots gravés dans ma chair. C'est un choix. Et le mien? C'était de trancher. Le lendemain. Je l'ai aidé à s'inscrire à un groupe de soutien anonyme. Ces cercles thérapeutiques dans des sous-sols parisiens où les âmes brisées se cognent comme des vagues sur des rochers. Il a résisté d'abord. Son orgueil masculin, ce reliquat bourgeois, le retenant comme une ancre. Mais j'ai insisté. Avec cette fermeté nouvelle que la revanche m'avait forgée. Où tu coules. Où tu nages. Il a nagé. Maladroitement. Et pour la première fois. J'ai vu en lui un écho de moi-même, un survivant. Cabossé mais debout. Pendant ce temps. Élise sombrait. Les ragots parisiens. Ces murmures vénéneux qui voyagent plus vite que le TGV. L'avaient reléguée au rang de paria. J'ai appris par des contacts indirects qu'elle squattait un hôtel miteux près de la gare du Nord. Ses bijoux hypothéqués pour payer les nuits. Une fois. J'ai reçu une lettre manuscrite. L'écriture tremblante comme des feuilles d'automne, tu as gagné. Mais à quel prix? Nous sommes maudites. Toutes les deux. J'ai froissé le papier. Le jetant dans la corbeille. Mais les mots s'attardaient. Comme une écharde sous la peau. Ma propre vie. Elle. Fleurissait en silence. Un éditeur m'a contacté après un article sur le scandale de la galerie « Votre plume est un scalpel ». M'a-t-il écrit. Bientôt. Un contrat pour un roman, une fiction inspirée de faits réels. Bien sûr. Où une femme ordinaire défie un empire familial pourrissant. Les nuits d'écriture devinrent des rituels sacrés. Le clavier résonnant comme un cœur battant sous mes doigts. Je dépeignais des personnages aux âmes lacérées. Des vengeances ourdies dans l'ombre des mansardes parisiennes. Des triomphes amers qui laissaient un goût de sel sur la langue. Mais le passé n'est jamais tout à fait mort, il respire. Tapis dans les coins. Un soir, alors que je rentrais d'une lecture publique au Shakespeare & Company, cette librairie mythique au rayonnage tordu comme des ronces. J'ai aperçu Élise sur un banc du boulevard Saint-Germain. Elle était méconnaissable, cheveux grisâtres noués en un chignon négligé. Manteau élimé sur les épaules voûtées. Elle fouillait un sac en plastique. En tirant un sandwich emballé à la va-vite. Nos yeux se sont croisés à nouveau. Et cette fois. Il n'y avait plus de feu en elle, seulement des cendres froides. J'ai hésité. Le cœur cognant comme un tambour de guerre. La tentation de l'ignorer était forte. Un dernier clou dans son cercueil moral. Mais quelque chose la fatigue. Peut-être. Ou un sursaut d'humanité m'a poussé vers elle. Tante. Ai-je dit simplement. M'asseyant à ses côtés. L'odeur de la rue où urine et pain rance nous enveloppait comme un linceul. Elle a sursauté. Puis un sourire tordu a étiré ses lèvres fanées. La victorieuse daigne s'asseoir avec la vaincue. Que veux-tu? M'achever? J'ai secoué la tête. Sortant un billet de 20 € de ma poche. Non. Juste. Manger correctement. Elle a pris l'argent d'une main hésitante. Ses doigts osseux comme des cerfs. Puis. Dans un flot inattendu. Les mots ont jailli, son enfance misérable en province. La jalousie viscérale envers mon père. Ce frère aîné qui avait tout, l'amour parental. La vigne prospère. J'ai volé pour exister. A-t-elle avoué? La voix brisée. Et toi? Tu as volé ma vie pour venger la sienne. C'était vrai. Et faux à la fois. La conversation s'est étirée.
Un duel verbal sans armes. Où les plaies s'ouvraient pour mieux cicatriser. À partir de là, une trêve fragile s'est installée. Pas de réconciliation théâtrale. Non, nous n'étions pas dans un mélodrame de boulevard. Mais des rencontres sporadiques, un café partagé sur un zinc ébréché. Des silences lourds de non-dits. Élise a commencé à travailler comme intendante dans une petite galerie du 6e. Balayant les sols qu'elle avait autrefois foulés en reine. Julien, stabilisé par sa thérapie, a décroché un job modeste en comptabilité. Loin des tentations. Moi. Je publiais. Je vivais. Je respirais enfin sans le poids des chaînes invisibles. Pourtant, la psychologie de la vengeance est un serpent qui se mord la queue. Dans les pages de mon roman, je confessais, la lame qui tranche l'autre te coupe aussi la paume. Les critiques ont applaudi la profondeur, ignorant que c'était autobiographique. Paris. Indifférente à mes tourments intérieurs. Continuer son ballet éternel, touriste riant sous la tour Eiffel. Amants s'embrassant sur les bords de Seine. Vendeurs à la criée hurlant leurs invendus. J'avais gagné ma liberté. Mais elle avait un prix, l'écho d'une famille brisée. Un vide que ni le succès ni les amours fugaces ne comblaient. Un soir d'été. Lors d'une promenade solitaire le long des Champs-Élysées. J'ai croisé Marc. Mon ex-mari. Il était inchangé, costume sur mesure. Sourire carnassier. Une nouvelle bague au doigt. Élodie. Tu as changé. On dit que tu es une star maintenant. Sa voix suintait la fausse admiration. J'ai souri au ce sourire-là. Encore et répondu, oui. J'ai appris à trancher ce qui me retient. Il a ri. Inconscient du sous-texte. Et nous avons échangé des banalités avant de nous séparer. De retour chez moi. J'ai ouvert une bouteille de Bordeaux au pas millésimé. Mais honnête et porté un toast silencieux à l'absence. La vengeance m'avait modelé. Aiguisé comme une lame de rasoir. Mais désormais, je choisissais mes batailles. Et la plus grande, c'était de me reconstruire. Pierre par pierre. Dans cette ville de lumières impitoyables. L'automne est arrivé à Paris comme un amant jaloux. Enveloppant la ville dans un manteau de feuilles rousses et de brume matinale qui collait à la peau comme des regrets. Mon roman avait connu un succès modeste mais retentissant dans les cercles littéraires, des signatures chez Gibert Jeune. Des entretiens radio où l'on disséquait mon regard acéré sur la psyché familiale. Les compliments pleuvaient. Mais ils sonnaient creux à mes oreilles. Comme des applaudissements dans une salle vide. Car au fond, je n'écrivais pas pour la gloire, j'écrivais pour exorciser. Pour transformer la gangrène en encre noire sur papier jauni. Julien s'était installé dans un coloc précaire près de Belleville. Partageant un appartement aux murs tagués avec un graphiste tatoué et une étudiante en cinéma aux idées anarchistes. Il m'invitait parfois à des soirées improvisées. Ces fêtes bohèmes où la bière coule à flot et les guitares grattent des airs mélancoliques. Là, au milieu de la fumée de joint et des rires forcés. Je le voyais renaître, ses blagues maladroites arrachaient des sourires. Et ses yeux, autrefois hantés, pétillaient d'une lueur nouvelle. Tu m'as sauvé. Cousine. M'a-t-il dit un soir. La voix pâteuse d'alcool bon marché. J'ai haussé les épaules, non. Tu t'as sauvé toi-même. J'ai juste tendu la perche. Mais Élise. Elle luttait encore dans les limbes. Nos rencontres s'étaient espacées. Devenant des échanges polis par SMS. Comment va le boulot? Ça va. Et toi? Masquant un gouffre infranchissable. Puis, un matin de novembre grisâtre. Elle m'a appelé. Sa voix était un fil tendu. Vibrant d'urgence, Élodie.
J'ai besoin de toi. C'est personnel. Intrigué malgré moi. J'ai accepté de la retrouver au Luxembourg. Ce jardin anglais au cœur de la capitale où les statues veillent sur les amours éphémères. Elle était là. Assise sur un banc mouillé. Un châle élimé sur les épaules. Fixant les feuilles mortes qui dansaient dans le vent. À ses côtés. Un homme d'une cinquantaine d'années. Costume froissé et barbe poivre et sel. Qui se leva à mon approche avec une gêne palpable. Voici Antoine. Murmura-t-elle. Les joues rosissant comme une adolescente. Antoine, un ancien mécène. Ruiné par le scandale. Qui avait fui en province avant de revenir. Attiré par. Quoi? La pitié? L'amour tardif? Ils s'étaient croisés par hasard dans un café du quartier latin. Et une étincelle avait jailli. Fragile comme une allumette sous la pluie. Je veux me racheter. A-t-elle dit? Les yeux baissés sur ses mains nouées. Pas pour toi. Pas seulement. Pour moi. Antoine m'aide à monter une petite expo itinérante des artistes émergents. Sans le clinquant. Mais j'ai besoin de fonds. Et de ton pardon? Peut-être. Les mots planaient. Lourds comme des nuages d'orage. Le pardon. Ce mot que j'avais banni de mon lexique. Le considérant comme une faiblesse. Un baume pour les coupables. Pourtant. Face à son visage ravagé par les ans et les épreuves. Une fissure s'ouvrit en moi. Nous avons marché sous les allées bordées de marronniers nus. Antoine en retrait comme un garde du corps discret. Elle raconta, ses nuits d'insomnie hantées par les fantômes de ses victimes artistes floués. Mon père en tête, ses tentatives maladroites de thérapie. Ses séances chez un psy du 5e où les mots sortaient en lambeaux. Je n'étais pas né monstre. Conclut-elle. La voix chevrotante. La peur m'a façonné. J'écoutais. Le cœur en tumulte. Pesant le pour et le contre comme un avocat dans un tribunal intérieur. La vengeance m'avait donné le pouvoir. Mais le pouvoir sans miséricorde n'est qu'une prison dorée. Finalement. J'ai sorti un chèque ou une avance de mon éditeur. Pas une fortune. Mais un geste. Pour l'expo. Pas pour le pardon. Ça viendra. Ou pas. Elle prit le papier d'une main tremblante. Des larmes perlant au coin des yeux. Antoine hocha la tête en silence. Un merci muet dans son regard las. En les quittant. Je sentis un poids s'alléger. Infime mais réel. La revanche n'était pas une ligne droite, c'était un cercle vicieux. Et briser le cycle exigeait du courage au plus que de détruire. De retour à mon atelier. L'inspiration frappa comme une lame. Je révisai mon roman. Ajoutant un chapitre sur la rédemption ambiguë. Où la protagoniste tend une main hésitante à son bourreau. Les nuits devinrent des veilles créatives. Bercées par le ronron du métro aérien et les sirènes lointaines. Julien me rendait visite. Apportant des croissants tièdes et des anecdotes sur sa colocation chaotique. Tu sais. Maman parle de toi. Positivement. Pour une fois. Je ris, le temps guérit. Ou du moins. Il anesthésie. Mais Paris. Cette sorcière aux 1000 visages. Réservait toujours des surprises. Lors d'une soirée littéraire au centre Pompidou au béton brut et vue panoramique sur la ville illuminée. Je croisai Léo Duval. Le journaliste qui avait allumé la mèche du scandale. Il avait grossi. Son cigare remplacé par une écharpe en laine. Mais son œil vif était intact. Élodie. La plume vengeresse. Ton bouquin est un coup de maître. Nous trinquâmes avec du champagne tiède.
Et la conversation dévia sur Élise. Elle rebondit. Hein. J'ai entendu pour l'expo. Je hochai la tête. Un sourire en coin. La vie est un boomerang. Cette nuit-là. Seul dans mon lit. Les doutes affluèrent comme la marée. Était-ce de la faiblesse? Ce geste envers elle? Ou la vraie force, celle qui pardonne non pour l'autre? Mais pour soi? La psychologie humaine est un océan agité. Et j'avais navigué trop longtemps dans la tempête. Désormais, je cherchais les eaux calmes. Même si elle masquait des courants sous-marins. L'expo d'Élise ouvrit un mois plus tard. Dans une galerie éphémère du 13e arrondissement. Un quartier en mutation où les grues percent le ciel comme des lances. Je m'y rendis incognito. Manteau relevé sur le visage. Mêlé à une foule d'artistes en herbe et de curieux. Les toiles hurlaient la douleur et l'espoir, portraits déformés de visages familiaux. Abstraction de vignes étouffées. Au centre, une pièce maîtresse à un miroir brisé reconstitué avec des éclats d'or, symbolisant les fractures réparées. Élise. En tailleur simple. Guidait les visiteurs d'une voix assurée. Un éclat nouveau dans les yeux. Nos regards se croisèrent au milieu de la salle. Et pour la première fois, il n'y avait ni défi ni supplication, juste une reconnaissance mutuelle. Pas de mots, un hochement de tête suffit. En sortant, l'air frais de la nuit me gifla. Chargé d'odeurs d'asphalte humide. J'avais planté les graines de la destruction, maintenant. Je semais celles de la paix. Précaire mais authentique. Pourtant, le drama familial n'était pas clos. Une lettre de mon oncle arriva peu après. Postée de sa retraite provençale, excuse larmoyante. Promesse de legs pour réparer. Je la lus sous la lampe. Le papier craquant comme des os secs. Répondre? Ignorer? La vengeance m'avait appris la patience, la maturité. Le discernement. J'optais pour une carte postale, la paix est un choix quotidien. Choisis bien. Pas de rancune. Mais pas d'oubli non plus. Ainsi, l'hiver s'installa. Paris se parant de guirlandes scintillantes et de marchés aux odeurs de vin chaud. Julien organisa un Noël modeste chez lui. Avec Élise invitée timidement. Je déclinai. Préférant une veillée solitaire avec un livre et un feu dans la cheminée imaginaire de mon esprit. La famille se reformait. En mosaïque brisée. Et j'étais la pièce manquante ou celle qui avait choisi de briller seule. Le printemps 2026 éclata sur Paris comme une symphonie débridée. Les parcs explosant en un feu d'artifice de tulipes et de cerisiers en fleurs. Masquant à peine l'âcreté des scandales qui continuaient de fermenter sous la surface. Mon roman avait franchi l'Atlantique. Traduit en anglais pour un public new-yorkais friand de drames psychologiques à la française, un cocktail de Proust et de Hitchcock. Clamait la critique du New Yorker. Les avances affluaient. Me permettant d'emménager dans un appartement plus spacieux du 4e arrondissement. Avec vue sur les toits de zinc et les clochers gothiques. Luxe modeste. Mais symbole, j'avais gravi les marches. Non par ruse. Mais par mérite arraché à la douleur. Julien prospérait. Son job en comptabilité évoluant vers un rôle de consultant indépendant. Aidant des petites galeries à naviguer les méandres fiscaux sans sombrer dans les pièges d'Élise. Il sortait avec une barista aux cheveux bleus. Une fille nommée Clara qui riait fort et posait des questions incisives sur mon passé familial explosif. Lors d'un brunch dominical au café Constant, en croissant feuilleté et œufs pochés dans une ambiance de brasserie authentique. Il me confia, maman change vraiment. L'expo a cartonné, elle parle d'une suite. Avec des ateliers pour jeunes talents défavorisés. Je hochai la tête, mastiquant une bouchée de pain au chocolat. Le sucre masquant l'amertume résiduelle. Tant mieux.
Mais la confiance se reconstruit goutte à goutte. Élise. De son côté, s'était réinventée en mentor improbable. Ses séminaires sur l'éthique dans l'art attirant une poignée d'auditeurs curieux dans des cafés littéraires du Marais. Antoine la soutenait. Leur relation un ancrage stable dans la tourmente au mariage tardif. Qui l'eût cru? Elle m'envoya une invitation à l'un de ses ateliers. Une carte élégante sur papier recyclé, ta perspective serait précieuse. J'y allais. Curieuse. M'asseyant au fond de la salle aux murs tapissés de croquis improvisés. L'odeur de café frais et de craie flottant dans l'air. Le groupe était éclectique, une sculptrice maghrébine aux mains calleuses. Un peintre abstrait tatoué jusqu'au cou. Une étudiante en histoire de l'art aux yeux écarquillés. Élise facilitait. Sa voix autrefois tranchante adoucie par l'expérience. Posant des questions qui forçaient à l'introspection, qu'est-ce que l'art si ce n'est une vengeance contre l'oubli? Quand vint mon tour, les regards se tournèrent vers moi. Et je parlais de la plume comme l'âme. De la fiction comme catharsis. À la fin, Élise s'approcha. Un verre de vin à la main. Merci. Tu aurais pu me laisser pourrir. Je haussai les épaules, la pourriture contamine. Mieux vaut l'exposer à la lumière. Mais sous cette surface lisse, des courants contraires agitaient encore les eaux. Marc. Mon ex. Réapparut comme un fantôme mal enterré. M'envoyant un message LinkedIn laconique, félicitations pour le livre. Café pour rattraper le temps perdu? La tentation était là. Un picotement masochiste revoir ce sourire qui m'avait un jour ensorcelé. Tester si le temps avait émoussé la trahison. Nous nous retrouvâmes au Fouquet's. Ce temple du chic des champs, où les serveurs glissent comme des ombres et les prix défient la gravité. Il était toujours séduisant. Les tempes grisonnantes ajoutant une maturité feinte. Sa nouvelle épouse ou une avocate ambitieuse mentionnée comme un trophée. La conversation dansa sur des sables mouvants, souvenirs édulcorés de nos voyages en Toscane. Regrets voilés sur notre divorce. Puis, inévitablement, ton livre s'est inspiré de nous. Non. Je ris. Un éclat froid. De tout. De la trahison. De la résilience. Toi? Juste un chapitre. Ses yeux s'assombrirent. Et il tenta la carte de la vulnérabilité, j'ai merdé. Élodie. Si je pouvais revenir. Mais je coupais net, le passé n'est pas un brouillon. Et moi? J'ai réécrit ma fin. Je partis la première. Le cœur battant d'une victoire petite mais douce la closure. Ce mot anglais qui sonne si juste en français. Ces victoires personnelles masquaient cependant une faille plus profonde. Dans les pages de mon journal intime un carnet relié cuir caché sous mon matelas. Je confessais des nuits hantées par des rêves où Élise renaissait en monstre. Où Julien me trahissait pour un gain facile. Où je me réveillais en sueur. Le goût du vin renversé sur la langue. La thérapie devint mon refuge. Des séances hebdomadaires chez une psychologue du 7e. Une femme aux lunettes rondes et à la voix de velours qui disséquait mes couches comme un oignon. La vengeance vous a libéré. Mais elle a laissé des cicatrices. Êtes-vous prête à les guérir? Les séances étaient des duels intérieurs. Où je revivais la réunion fatidique, le verre se renversant. Le chaos figé. Le sourire qui masquait l'abîme. C'était un acte de survie. Arguai-je. Oui. Mais la survie peut devenir une addiction. Répliqua-t-elle. Ces mots comme des aiguilles précises. Petit à petit. Les nœuds se dénouèrent, la rage envers mon père pour sa faiblesse. La culpabilité envers Élise pour sa chute. L'amour tordu envers Julien comme un frère perdu. Paris. Vue de son cabinet aux fenêtres donnant sur l'école militaire. Semblait moins impitoyable une ville de contraste.
Où la beauté naît des ruines. L'été apporta un nouveau chapitre, une invitation à un festival littéraire à Avignon. Cette cité des papes aux remparts médiévaux et au spectacle en plein air. J'y lus des extraits de mon roman Sous un ciel étoilé. La voix amplifiée par les haut-parleurs. Le public suspendu à mes mots comme à une toile d'araignée. Parmi les applaudissements, Élise surgit, voyageant incognito avec Antoine. Fier de toi, murmura-t-elle. Un geste maladroit ou une étreinte raide. Imprégné d'odeur de lavande provençale. Pour la première fois. Je ne me raidis pas. Merci. Et toi? Nous dînâmes dans une auberge au mur de pierre. Vin rosé et agneau rôti. La conversation coulant sans heurts sur l'expo itinérante qui sillonnait maintenant la France. Elle avoua ses rechutes, des nuits où la tentation de l'ancienne vie la rongeait. Des appels impulsifs à d'anciens contacts. Mais Antoine. Il me ramène. Je partageais mes doutes. Mes peurs de l'isolement. Une trêve. Pas une paix, un pont fragile sur un gouffre. De retour à Paris. Julien annonça ses fiançailles avec Clara ou une cérémonie civile simple. Suivie d'un barbecue dans un parc de Montmartre. Élise fut invitée. Et à ma surprise, je vins. La famille recomposée, oncle absent. Mais nous autres, unis par les cicatrices. Toast levé. Rire étouffé par l'émotion. En regardant Julien échanger des vœux maladroits. Je sentis une chaleur oubliée au pas l'euphorie. Mais la solidité d'un sol reconquis. Pourtant, la psychologie du trauma est tenace. Une nuit. Après une dispute futile avec un éditeur sur des droits d'adaptation. Je craquai, verre après verre de cognac. Jusqu'à ce que les murs tournent. Au matin. Nauséeuse. Je compris, la vengeance avait été mon armure. Mais l'abandonner laissait la peau à nu. Clara. Sentant mon tourment. M'entraîna en week-end à Deauville. Cette station balnéaire normande aux villas belle époque et aux vagues atlantiques furieuses. Là. Sur la plage déserte. Nous parlâmes des heures de ses propres batailles contre une mer toxique. De la résilience comme acte quotidien. Paris m'accueillit de nouveau. Régénéré. J'acceptais un projet ambitieux, un essai sur la vengeance dans la littérature française. De Racine à Houellebecq. Les recherches me plongèrent dans des abysses intellectuels. Où la rage se transmuait en chef-d'œuvre. Élise contribua même. Un témoignage anonyme sur la chute d'une muse. Notre lien. Ténu. Se renforçait au pas filial? Mais humain. Ainsi. L'automne revint. Les feuilles dansant comme des confettis amers. J'étais entière. Non pas guérie. Mais cicatrisée, prête pour les tempêtes à venir. Avec un sourire non plus vengeur. Mais serein. L'hiver 2026 s'abattit sur Paris avec une férocité inhabituelle. La neige saupoudrant les haussmanniens comme un voile de deuil prématuré. Et les rues se muant en patinoire glissante où les piétons trébuchaient comme des marionnettes maladroites. Mon essai sur la vengeance avançait à pas de géant. Nourri par des nuits blanches devant des piles de volumes reliés ou les tragédies de Corneille résonnant comme des échos de ma propre saga. Les monologues de Phèdre disséquant la culpabilité comme un scalpel. Les lancements littéraires se succédaient. Verres de chardonnay et poignées de main hypocrites. Où l'on me félicitait pour ma profondeur psychologique sans soupçonner les veines ouvertes qui l'alimentaient. Julien et Clara attendaient un enfant ou une surprise joyeuse annoncée lors d'un dîner chez eux. Dans leur appartement rénové de Belleville aux murs peints en vert olive et aux étagères croulant sous les vinyles. Un petit vengeur en herbe. Blaga-t-il. Levant son verre de jus de pomme. Élise était là. Les traits adoucis par une grossesse de cousine.
tricotant un minuscule bonnet avec des gestes maladroits. La famille grandit, dit-elle. Un sourire timide aux lèvres. Je sentis une pointe au cœur, pas de jalousie, mais d'un vide que l'âge creusait lentement. À 34 ans. J'étais l'oncle célibataire de cette nouvelle génération. Spectatrice plutôt qu'actrice. Pourtant. Le destin. Ce farceur cruel. Réservait un rebondissement. Une lettre anonyme glissa sous ma porte un matin de verglas, papier bon marché. Écriture tapée à la machine. Accusant Élise de nouvelles magouilles dans sa galerie itinérante aux subventions détournées. Artiste sous-contraté. Le cœur serré. Je confrontai les faits, une vérification discrète auprès d'un contact au ministère de la Culture confirma des irrégularités mineures. Pas le scandale d'antan, mais assez pour égratigner sa fragile renaissance. Était-ce un ancien ennemi? Julien. Testé en privé. Nia farouchement. Maman a changé. Élodie. Crois-moi. Le doute s'insinua comme un brouillard toxique, ravivant les braises de la méfiance. Lors d'une confrontation tendue dans un bistrot du 11e, néon clignotant et odeur de frites grasses. Élise fondit en larmes, c'est un chantage. Un concurrent jaloux. Je jure. Je suis clean. Ses yeux. Rougis par le froid et l'angoisse. Imploraient une crédulité que je peinais à accorder. Antoine. À ses côtés. Serra sa main, on va prouver notre innocence. Je partis. L'estomac noué. Déchiré entre la loyauté naissante et l'instinct de survie qui m'avait forgé. Les jours suivants furent un tourbillon d'enquêtes personnelles, mailles fouillées. Appel à des avocats pro bono. Nuit passée à décrypter des contrats comme des hiéroglyphes. La vérité émergea. Triviale et blessante, un ancien employé rancunier. Viré pour incompétence. Semant le poison pour se venger. Pas Élise. Mais un écho de nos propres démons. Je l'appelais. La voix rauque, c'était faux. Désolé. Un silence? Puis, la confiance. C'est fragile? Oui. Fragile comme du cristal sous le marteau. Cette épreuve nous rapprocha. Paradoxalement. Nous collaborâmes à la défense, je rédigeai un communiqué pour la presse. Incisif et transparent. Transformant la crise en opportunité au larnet des épreuves. L'affaire se dissipa comme une brume matinale. Renforçant sa réputation de survivante authentique. Julien. Père comblé naissant. Organisa une baby shower modeste. Et pour la première fois. Je tins Élise dans mes bras sans raideur, un geste fugace. Chargé d'années perdues. Mon propre horizon s'élargissait, une adaptation cinématographique de mon roman en discussion avec un réalisateur du Festival de Cannes. Des conférences à la Sorbonne sur la littérature thérapeutique. Lors d'une de ces soirées. Je rencontrai Lucas. Un psychanalyste aux yeux verts et à la voix modulée comme un opéra. Nos échanges commencèrent par des débats sur Freud et la sublimation de la rage. Évoluant vers des dîners aux chandelles dans des restaurants du 6e, escargots et confessions chuchotées. Il voyait clair en moi, vous portez votre vengeance comme un talisman. Quand le lâcherez-vous? Je souris, quand elle cessera de briller. L'amour? Ce terrain miné. Se révéla un baume inattendu. Lucas n'était pas marque-pas de promesses grandioses. Juste une présence solide. Des promenades le long de la Marne où les cygnes glissaient comme des secrets. Pourtant. Les ombres persistaient, un cauchemar récurrent où je renversais du vin sur son visage à lui. Le réveillant en sursaut. C'est le passé qui frappe à la porte. Murmura-t-il. Me berçant jusqu'à l'aube. La thérapie en duo devint notre rituel. Disséquant non seulement mes traumas,
Mais les siens eurent une enfance bourgeoise étouffante. Une ex-femme volage. Élise accoucha au printemps. Une petite fille nommée Amélie. Au cri strident emplissant l'hôpital Saint-Louis comme un hymne à la vie. Nous visitâmes en groupe. Un tableau familial recomposé, Julien et Clara avec leur nourrisson potelé. Antoine rayonnant de paternité tardive. En tenant Amélie. Ses doigts minuscules agrippant mon index. Je sentis un dégel intérieur, la vengeance avait été ma muse sombre, désormais. L'espoir prenait le relais. Tendre et impitoyable. Mais le drama culmine toujours avant la résolution. Une dispute éclata lors d'un pique-nique au bois de Boulogne, Élise. Épuisée par les nuits blanches. Accusa mon influence d'avoir trop adouci la famille. La rendant faible. Tu nous as brisés pour nous reconstruire à ton image, hurla-t-elle. Les mots claquant comme des gifles. Je ripostai. La voix tremblante, et toi? Tu nous as pourris pour ton ego. Le silence qui suivit fut un gouffre. Seulement brisé par les pleurs d'Amélie. Julien intervint. Médiateur maladroit, assez. On est plus fort ensemble. La réconciliation vint des jours plus tard. Une lettre d'Élise, pardonne ma fatigue. Tu as raison, j'étais le poison. Merci de m'avoir forcé à guérir. Je répondis en personne. Apportant un bouquet de lilas, symbole de premier amour. Ou de renaissance. Nous pleurâmes. Rime. Et pour la première fois. La famille fut un havre. Non une forteresse assiégée. Paris. En été. Scintilla de ses feux habituels, terrasses bondées. Jazz flottant des fenêtres ouvertes. Avec Lucas. Nous voyageâmes en Bretagne. Falaises battues par les vagues et crêpes salées. Où je lâchai enfin le talisman, une méditation au bord de la mer. Les mots de vengeance dissous dans l'écume. De retour. Mon essai s'acheva sur une note ambiguë, la lame tranche. Mais c'est le fil qui suture. L'année 2027 s'ouvrit sur une Paris métamorphosée. Les cicatrices du passé estompées par le vernis d'une routine épanouie. Où les matins s'éveillaient au chant des oiseaux dans les jardins du Palais Royal et les soirs se coulaient en promenade main dans la main avec Lucas. Mon essai parut chez un éditeur prestigieux. Acclamé pour sa dissection lucide de l'âme vengeresse. Et les invitations affluèrent, table ronde à l'Institut français. Podcasts introspectifs où je partageais des bribes de mon odyssée sans révéler les noms. La célébrité light était un manteau léger. Confortable sans étouffer. Julien et Clara prospéraient. Leur fils prénommé Théo. En hommage à un grand-oncle oublié au trottinant déjà dans l'appartement de Belleville. Semant le chaos joyeux de jouets éparpillés. Élise. Grand-mère improbable. Tricotait des chaussettes minuscules et organisait des ateliers pour mères artistes. Son empire réduit à une ONG modeste mais impactante. Aidant des talents issus des banlieues à percer sans compromettre leur intégrité. Antoine. Pilier discret. Gérait les coulisses avec une efficacité bourrue. Lors d'un repas de Pâques dans leur pavillon loué en banlieue ouest, agneau rôti et vin de table honnête. L'atmosphère fut électrique de normalité, blagues sur les bêtises de Théo. Anecdotes sur les dernières expos. Un oncle distant appelant via Zoom pour un bonjour guindé. Pourtant. La profondeur psychologique de ces retrouvailles ne mentait pas, sous les rires. Des regards complices masquaient les fantômes. Élise et moi échangeâmes un toast silencieux. Vert tintant comme un pacte scellé. À la paix conquise. Murmura-t-elle. Je hochai la tête, à la paix gardée. Julien. Sentant la tension sous-jacente. Lança un jeu de société absurde. Dissipant les ombres en éclats de rire. Ma vie avec Lucas s'approfondissait. Un amour mature forgé dans la vulnérabilité partagée. Nous emménageâmes ensemble dans mon appartement du Marais. Ses livres de psychanalyse côtoyant mes manuscrits inachevés.
Nos matins rythmés par des cafés serrés et des débats sur l'inconscient. Il m'encouragea à écrire une suite à mon roman au nom Une vengeance linéaire. Mais un cycle de guérison. Où les personnages, libérés de leur chaîne, affrontent le vide existentiel. Les nuits. Enlacés. Nous disséquions nos peurs, sa crainte de l'abandon. Ma hantise de la trahison. L'amour est la vraie revanche, dit-il un soir, sous les étoiles filtrant par la lucarne. Je crus. Enfin. Le climax inattendu survint en automne. Lors d'un gala littéraire au Louvre, marbre froid et lustre cristallin, où les élites parisiennes paradent en smoking et robes de couturier. Mon essai y fut lancé avec fanfare, discours élogieux et flashs crépitants. Parmi la foule, Marc surgit, ivre de champagne et de regrets. Sa femme absente pour raisons professionnelles. Élodie, tu es rayonnante. On pourrait recommencer? Sa main sur mon bras fut un électrochoc, ravivant le poison ancien. Je me dégageai. La voix basse mais ferme, non. J'ai choisi ma fin. Va trouver la tienne ailleurs. Lucas, témoin silencieux, me serra plus tard dans les jardins des Tuileries. La lune baignant les statues en un éclat spectral. Tu as été forte. Pas de jalousie. Juste une fierté tranquille. Ce soir-là. Rentré. Nous fîmes l'amour avec une urgence nouvelle. Corps entrelacés comme pour sceller une victoire intime. Élise traversa une rechute mineure ou une proposition douteuse d'un mécène véreux. Refusée mais tentante. Qu'elle me confia lors d'une balade le long du canal de l'Ourcq. Automne rougissant les berges. La bête est encore là. Tapis. Je l'écoutais. Sans juger, et la femme qui l'a domptée est plus forte. Notre lien, forgé dans le feu, était désormais un acier trempé au pas sans fissure, mais résistant. L'année s'acheva sur une note de plénitude précaire, Noël en cercle restreint. Cadeau modeste et chant maladroit autour d'un sapin bancal. Théo babilla ses premiers mots. Amélie trottina vers moi avec un dessin froissé ou une famille stylisée. Tous souriants. En les regardant, je compris, la vengeance avait été le catalyseur. Mais l'amour familial, romantique, fraternel où était le feu sacré. Paris. Éternel témoin. Scintilla de ses lumières hivernales. Indifférente aux drames humains. Debout sur mon balcon. Un verre de Bordeaux à la main cette fois. Sans tache. Je souris au vide étoilé. Le sourire de la vengeance avait mué, non plus l'âme, mais phare. J'avais traversé l'abîme. Émergé entière. Et si l'histoire se répétait? J'étais prête au non à frapper. Mais à embrasser. La vie. Ce drama infini. Continuait son acte suivant. Avec logique. Gaieté. Et une pointe de cette rage saine qui forge les âmes.